En 1959, dans un petit laboratoire de Nancy, en France, un chimiste, André Bernanos, s'affaire à une série d'expériences. Il applique une tension électrique à des composés organiques quand soudain, une faible lueur apparaît. Une lumière venue d'aucune source apparente. C'est discret, mais la lumière est là. Ce qu'il vient d'observer, c'est un phénomène d'électroluminescence. Un phénomène qui, des décennies plus tard, donnera naissance à l'OLED, une technologie qui fera briller nos écrans de télé, nos smartphones et même nos montres connectées. Aujourd'hui, on va plonger dans le phénomène d'électroluminescence à travers un exemple devenu incontournable, les OLED. Tout d'abord, qu'est-ce que l'électroluminescence? Un matériau est dit électroluminescent lorsque, traversé par un courant électrique, il émet de la lumière, et ce de manière non thermique. C'est-à-dire qu'il n'émet pas de lumière comme pourrait le faire un filament chauffé dans une ampoule par exemple, qui sous l'effet des températures élevées devient source de lumière. Non, dans le cas des matériaux électroluminescents, c'est le déplacement des porteurs de charge qui induit deux phénomènes, un phénomène de phosphorescence ou de fluorescence, qui sont à l'origine des émissions de lumière. Mais alors, comment ça fonctionne? Prenons l'exemple d'une diode électroluminescente organique. Elle est constituée d'un film de 200 nanomètres d'épaisseur, constitué lui-même de petites molécules ou de polymères. Ce film, c'est notre émetteur organique, et c'est un semi-conducteur. Il est situé entre l'anode et la cathode, et pour une tension dépassant un certain seuil, il permet le transport des charges. Or, étant un matériau électroluminescent, sous l'effet du courant, eh bien, il émet de la lumière. La cathode, elle, c'est un simple métal conducteur, comme l'aluminium, le magnésium ou encore le gallium. L'anode, elle, est transparente. Elle permet ainsi de laisser passer la lumière. Bah oui, parce que si elle était opaque, on ne pourrait pas observer le phénomène d'électroluminescence. L'oxyde d'indium étant un conducteur transparent, il est souvent utilisé pour l'anode. Pour arriver à l'émission du photon, on va retrouver dans notre LED 4 principales étapes. La première d'entre elles, ça va être l'injection de charge, donc des électrons et des trous, dans notre matériau semi-conducteur. Cette étape est probablement la plus importante, et je vous propose de la voir un petit peu plus en détail pour comprendre au mieux le fonctionnement des OLED. Pour qu'il y ait une émission de photons, il faut qu'on ait des charges qui circulent. Et ce transfert de charge des électrodes au matériau organique est possible car ce dernier se comporte comme un semi-conducteur. Et ça, c'est assez inhabituel pour un matériau organique. En effet, la plupart d'entre eux sont isolants. Cependant, certaines molécules comme les polycycliques aromatiques et certains polymères ayant des liaisons pi conjuguées possèdent un comportement de semi-conducteur. Et l'on verra pourquoi. L'idée, c'est qu'on cherche à faciliter le passage des électrons et des trous, des électrodes aux semi-conducteurs. Pour cela, il faut que le niveau de Fermi des électrodes soit proche de celui du semi-conducteur. Mais avant toute chose, il faut comprendre le concept d'orbital frontière, appelé HOMO et LUMO. La théorie des orbitales frontières attribue aux molécules organiques des orbitales moléculaires. Pour comprendre cette notion, prenons pour exemple la molécule d'hydrure de beryllium. Son diagramme moléculaire est le suivant. Dessus sont représentés l'ensemble de ces orbitales moléculaires. Parmi elles, on retrouve celles désignées par HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital, ce sont les orbitales de plus haute énergie occupées par au moins un électron. Celles désignées par LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital, ce sont les orbitales de plus basse énergie non occupées par un électron. Mais alors, pourquoi ça ne fonctionne pas avec tout type de molécules? Une liaison sigma formée par un recouvrement axial d'orbital est plus stable, donc plus basse en énergie que la liaison pi qui est issue d'un recouvrement latéral. Ainsi, dans un système avec à la fois des liaisons sigma et pi, les électrons pi occupent les orbitales les plus hautes en énergie parmi les orbitales remplies, donc la HOMO. De même, les orbitales pi étoiles, appelées aussi antiliantes, sont les plus basses parmi les orbitales vides, donc la LUMO. Et dans notre cas, c'est ce gap énergétique correspondant à une transition pi-pi étoile qui nous intéresse, puisqu'il s'agit d'une transition électronique dans le domaine de l'UV visible. Dans une molécule simple comme l'éthylène, on retrouve ces orbitales moléculaires. On a une HOMO et une LUMO. Mais quand on passe à des molécules plus complexes, ou à des polymères, le nombre d'orbitales occupées et inoccupées augmente. Quand ces orbitales sont nombreuses et proches en énergie, elles finissent par former une structure de bande. Autrement dit, on ne parle plus d'état discret comme dans une molécule simple, mais de bandes d'énergie continue
un peu comme dans les semi-conducteurs inorganiques les plus classiques. On peut alors assimiler l'état d'énergie associé à l'HOMO à l'état d'énergie le plus élevé de la bande de valence, et l'état d'énergie associé à la LUMO à l'état d'énergie la plus faible de la bande de conduction. Et on retrouve aussi le gap énergétique qui correspond à la différence d'énergie entre HOMO et LUMO, formant la bande interdite. Mais avoir un semi-conducteur organique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un alignement des niveaux d'énergie du semi-conducteur et des électrodes pour faciliter l'injection d'électrons et de trous. Pour faire simple, les charges doivent franchir une barrière énergétique pour pénétrer dans le semi-conducteur. De façon générale, cette barrière dépend de la position relative des niveaux énergétiques des HOMO et LUMO du matériau et des travaux d'extraction des électrodes correspondantes. Dans le cas de l'anode, on veut un niveau de Fermi élevé, donc proche du niveau de la LUMO. Et dans le cas de la cathode, on veut un niveau de Fermi proche de l'HOMO. Maintenant que l'on a compris tout cela, on peut mieux comprendre la première étape du mécanisme et de ces 4 étapes permettant l'émission de photons. Tout d'abord, lorsque l'on applique une tension à une certaine valeur seuil correspondant au travail de sortie des électrons de la cathode, alors des électrons sont extraits du matériau, laissant ainsi leur place à des trous. Sur un diagramme énergétique, le trajet des charges est alors le suivant. Un électron est extrait de la HOMO par l'anode et rejoint son niveau de Fermi. Cela crée un trou dans la bande de valence du semi-conducteur organique. De l'autre côté, un électron est injecté depuis le niveau de Fermi de la cathode dans la LUMO de la molécule organique. Pour la seconde étape, les charges injectées déforment localement la structure du film organique. L'ensemble, charge et champ de contrainte, peut être assimilé à une quasi-particule qu'on appelle polaron. La deuxième étape correspond alors au déplacement de ces polarons dans le semi-conducteur. Les porteurs de charges opposées finissent par se recombiner pour former une paire polaron positif et négatif, qu'on appelle exciton. Un exciton, c'est donc une quasi-particule excitée électriquement neutre. Lors de la formation de cet exciton, 4 états sont possibles. 3 états de spin symétrique, dit triplé, dont le spin total est 1, et un état de spin antisymétrique, dit singulé, dont le spin total est 0. On obtient alors 75% d'excitons triplés, qui sont perdus par désexcitation non radiative, si notre polymère n'est pas fluorescent. Et les 25% restants sont des excitons singulés. L'énergie de ces 25% d'excitons restants est du coup évacuée sous forme radiative, c'est-à-dire par émission d'un photon. Et c'est donc comme cela qu'on obtient notre émission de photons. On a enfin obtenu de la lumière grâce à notre dispositif OLED. Maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement d'une OLED, on peut passer à la pratique. Et c'est justement ce qu'on a fait en créant une. Pour l'anode, il nous fallait un matériau transparent, afin de pouvoir observer l'émission de lumière. On a donc choisi l'ITO, l'oxyde d'indium d'étain, qui est très couramment utilisé dans les OLED. La cathode, elle, posait un peu plus de problèmes. On ne pouvait pas simplement poser une plaque métallique, au risque d'avoir un contact trop large et peu contrôlable avec le matériau organique. On avait donc besoin d'un matériau plus localisé, pour observer le phénomène d'électroluminescence de manière efficace. On a donc opté pour le gallium. Sa très faible température de fusion nous permettait de le manipuler facilement et de le déposer précisément tout en garantissant un très bon contact avec la couche organique. Pour le matériau organique, on a utilisé 2 copolymères, le Super Yellow et le SPR 001. Tous les deux étaient fournis sous la forme de poudre. Il a donc fallu les dissoudre dans un solvant adapté. On a donc choisi 2 solvants organiques classiques, le toluène et le chloroforme. Notre objectif, c'était de recouvrir seulement une partie de la surface de l'ITO, avec une couche mince de matériau organique, et de laisser l'autre partie à nu. Ainsi, on pourrait avoir le courant qui circulerait d'abord dans l'anode d'ITO, afin de garantir l'injection des électrons et des trous. Ensuite, on prévoyait de déposer des gouttes de gallium sur la couche organique, puis d'appliquer une tension entre le gallium et l'ITO. La première étape, ça a été la dissolution du polymère. On a commencé avec du toluène, mais rapidement, on a observé la formation de comètes, des petits amas de matière qui, on le savait, allaient poser un problème pour la conduction. Pour éviter ça, on a changé de solvant. On est passé au chloroforme et on a chauffé légèrement la solution pendant le mélange, afin d'améliorer la solubilité. Et ça a semblé fonctionner. On n'avait plus d'amas de matière. Ensuite, on a utilisé la technique du spin coating pour déposer une couche mince sur l'ITO. Pour éviter de recouvrir toute la surface, on avait scotché une partie de la plaque. Mais ce choix s'est avéré problématique.
En effet, le scotch empêchait le dépôt d'être uniforme, notamment parce qu'il impliquait de déposer la goutte non pas au centre, mais à côté. Et lors du spin coating, la goutte s'étalait bizarrement et était bloquée par le scotch. On a donc testé une nouvelle méthode, déposer la goutte au centre de la plaque, puis nettoyer la partie qu'on voulait laisser exposée à l'aide d'un solvant, en l'occurrence le chloroforme. On a ensuite bien vérifié que cette étape de nettoyage n'altérait pas la conductivité du substrat, et on en a déduit que c'était la meilleure méthode pour obtenir une plaque JTO avec une couche mince de polymère et aussi une partie de sa surface qui était à l'air libre. Malgré cette amélioration, un autre problème est apparu. La plaque JTO se déformait légèrement lors de sa rotation, ce qui entraînait un dépôt non homogène, avec une accumulation de matière au centre. On avait en fait un gradient d'épaisseur, ce qui allait altérer la conduction. La solution? Utiliser des plaques JTO plus petites. Et là, le dépôt est enfin devenu uniforme. On avait une couche mince fonctionnelle. Ensuite, on a déposé des gouttes de gallium à l'aide de la pipette et on a appliqué une tension entre le gallium et l'ITO pour observer enfin le phénomène d'électroluminescence. Résultat, rien. Aucune émission de lumière. Du moins avec le super yellow. On n'avait aucune émission de lumière et l'ampèremètre indiquait un courant nul. On a donc émis deux hypothèses. Soit le contact était mauvais, soit la résistance d'un des composants du circuit était trop élevée. Heureusement, on disposait d'un second matériau, le SPR 001. En reprenant exactement le même protocole, cette fois-ci, on a bien observé une émission de lumière. Cependant, elle restait faible et certaines zones n'émettaient pas du tout. On a alors suspecté que la rugosité de surface empêchait un bon contact à certains endroits. On a donc vérifié cela au profilomètre et notre hypothèse s'est confirmée. Les zones où la rugosité était plus importante étaient clairement celles où les émissions de lumière étaient impossibles à réaliser. Pour essayer d'augmenter la luminosité, on a préparé plusieurs solutions, avec des concentrations différentes, et on a observé une nette amélioration. Plus la concentration augmentait, plus l'intensité lumineuse était élevée, ce qui est d'ailleurs logique. Une couche plus épaisse contient davantage de matière émissive, et donc produit plus de lumière. En bref, après toutes ces péripéties, on venait de créer des OLED, certes qui n'étaient pas parfaites, mais on avait réussi à créer le dispositif d'OLED de première génération. On a donc pu finalement observer le phénomène d'électroluminescence caractéristique des OLED.